un jour l'écrivain Boubacar Boris Diop, qui est un écrivain très très politique, qui était invité par l'ambassade de France au Bénin et qui est venu me voir à Porto Novo et qui m'a dit: ah, tu écris? Moi, je dis: moi, je ne suis pas un écrivain. Il dit: comment le Baobab Fou est traduit dans plusieurs langues, c'est mondialement connu, Riwan a gagné un prix, tout ça. Mais je dis: non, mais moi, c'était dans une démarche thérapeutique, en reprenant la formule de Bernard Magnier. Il dit: oui, mais c'était pas la peine de commencer. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai dit: non, mais en fait, je veux ouvrir une galerie pour exposer les œuvres des artistes, vendre de l'artisanat féminin et peut-être même ouvrir un restaurant pour la promotion des épices d'Afrique, parce que les gens ne connaissent pas ces épices et tout. Il dit: mais il fallait commencer par aller vendre le piment au marché, c'était pas la peine d'écrire. Il m'avait vexé, parce que les hommes, quand ça leur plaît, ils aiment parler, comme il était un grand écrivain, très politique, très connu et tout. Mais quand il m'a parlé comme ça, il est parti. En 3 mois, j'ai écrit La folie et la mort, et en 6 mois, je l'ai corrigé. Donc en 9 mois, le livre était prêt. J'ai dit: si je suis capable d'écrire ça, c'est que je suis capable d'écrire autre chose. Donc c'est grâce à Boubacar Boris Diop, parce que s'il ne m'avait pas défié comme ça, peut-être que moi, j'aurais arrêté avec ça. Donc maintenant, avec La folie et la mort, déjà ce que j'ai osé dire dans ces 3 livres, c'était des choses... dans La folie et la mort, on m'invite... Ce qui est fantastique, c'est que en fait, j'ai pas besoin de poser les questions. Parce que, en fait, ma première question, c'est vous venez juste de finir de répondre à l'instant. C'est parfait. Non, mais parce que ça portait sur la trilogie autobiographique. Ouais. Effectivement, est-ce que ce côté thérapeutique apparent était voulu, c'est-à-dire que c'était le but, ou est-ce que c'était comme ça et que l'écriture est venue après? Donc en fait, on y est pile, voilà. C'est parfait. Parce que, en fait, au départ, quand j'ai eu ce cahier et ce bic et que je suis allée au Café du Rond-Point, il y a même une émission, il y a eu un reportage de la chaîne Voyage qui a fait un reportage sur moi à Dakar. De là où j'ai acheté le cahier, du café, ils ont tout filmé et tout ça. Au début, donc, je n'étais pas dans la démarche thérapeutique. Moi, c'était... J'en pouvais plus. C'était... surtout quand tout ce que tu me racontes là, il faut l'écrire. Mon ami m'a dit ça. Parce que j'étais dans une désespérance quand même. J'étais quand même un peu épuisée à tout point de vue, physiquement, psychologiquement. D'être dehors pour une femme en Afrique, c'était quand même difficile au Sénégal et tout. J'étais quand même épuisée. Et je me dis... j'évacue tout ça parce que lui c'était comme mon psy quoi. Je le trouvais dans son, tu sais, un truc, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça quand j'étais hippie, quand j'étais avec ce bourgeois, etc. Et je lui racontais des trucs, mais à chaque fois que je lui parlais, j'étais soulagée. Donc j'ai ressenti un soulagement. Donc c'était une question de nécessité. C'était écrire ou mourir. C'était une question presque vitale. L'écriture m'a permis vraiment de survivre, et si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à l'écriture et grâce à la rencontre avec ce personnage d'Henri Wan. Et donc c'était une question de nécessité. J'en avais besoin, écrire ou mourir. Donc pour moi c'était... Mais avec La folie et la mort, quand c'est sorti, j'étais invitée à l'université d'Arizona, de Tucson, en Arizona, et un des professeurs a travaillé sur mes livres. Et puis elle me disait, elle m'a même pas dit, elle a fait une communication où elle me dit: ah, je te donne une copie. Et à l'hôtel, je lisais ça. En fait, elle dit, peut-être qu'Ken Bougoul, elle, naïvement, inconsciemment, elle dit que c'est le nom de sa voisine, de sa copine quand elle était enfant dans son village. Mais en fait, ce qu'elle ose dire, ce qu'elle ose écrire, parce que la signification de Ken Bougoul, personne n'en veut, ça signifie même la mort n'en voudra pas. Et avec ce livre aussi, donc m'approprier maintenant le nom, mais en même temps, je suis passée de la nécessité à la passion de l'écriture. Donc c'est à partir de La folie de la mort que maintenant je suis passée à la passion de l'écriture. Ouais, moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant, mais c'est tout récent, c'est la semaine dernière, donc c'était le 3e que je lisais, La folie et la mort. Et on sent qu'il y a une espèce d'explosion libératoire. Hein. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, moi je n'avais pas entendu le mot thérapeutique, mais on se dit que les 3 premiers, bon, il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit dit, et puis c'est violent, il y a matériaux. Mais La folie et la mort, au fond,
l'impression que ça donne, c'est que là, effectivement, l'auteur s'est rangé sur le côté, Voilà. c'est bon, et là, en revanche, il y a quelque chose à dire sur le pays. Alors, et là, enfin, pour moi, ça, on se retrouve tout de suite à... Bon, on a en tête, et pas pour des raisons d'écriture, mais de Amadou Kourouma ou Soni Laboutansi, parce que, effectivement, là, on manie, c'est à la hache, hein, quand même, hein, mais on va prendre partout tout ce dont on a besoin pour raconter une histoire, alors que moi je veux pas raconter, hein, mais parce que c'est une histoire qui est d'abord qui est surprenante, parce que moi j'étais incrédule à un moment, je pouvais pas penser que c'était aussi terrible. Parce que c'est terrible. Il n'arrive rien de bien hein, dans ce... Mais bien qu'il n'arrive rien de bien, c'est extraordinaire. C'est d'une drôlerie. Enfin, alors c'est paradoxal. Hein. Fatoun Gouhier, sortie de la maison en traversant cette cour qui avait bouleversé sa vie, sa radio à la main. Cette cour où elle avait cru avoir entendu parler de Yao, où elle avait entendu Yao parler de Moumdioum, parler de son village. Non, elle n'avait pas rêvé. Elle se dirigea directement vers le grand marché qu'elle connaissait, pour y avoir été une fois avec le prêtre. Un grand marché, ces grands marchés du continent, achalandés de tout, de bruit, d'odeur, de couleurs, achalandés de toutes sortes de marchandises. Elle alla directement vers un marchand, et là, elle ne sut plus ce qui s'était passé. Tout d'un coup, quelqu'un cria « Au voleur, au voleur !» Les gens accouraient de tous les côtés. « Au voleur, au voleur !» C'était elle, Fatoun Gouhier, qu'on désignait. Les uns prenaient des bâtons, des gourdins, des lanières de pneus. Les autres, des pierres, des cailloux, des couteaux. « Au voleur, au voleur !» En quelques secondes, elle était entourée par des gens hurlant dans des langues différentes, ce qu'on pouvait aisément deviner comme des insanités et des obscénités. Une femme s'approcha. « Regardez-moi cette jeune femme avec sa grossesse si avancée. S'il vous plaît, ayez pitié d'elle. » Elle n'avait même pas terminé sa phrase que quelqu'un s'avança vers Fatoun Gouhier en se frayant un passage vigoureux à travers la foule déjà dense. Il tenait à la main un bidon et de l'autre une boîte d'allumettes. En une fraction de seconde, il aspergea Fatoun Gouhier du contenu du bidon, contenu qui par son odeur était de l'essence. Aussitôt, la personne excitée frotta une allumette avec des mains tremblantes et d'une voix terrible cria « Meurs, voleuse !» La personne jeta l'allumette incandescente sur Fatoun Gouhier qui en quelques secondes devint un brasier. Son ventre, lui aussi, en quelques secondes, avait pris des proportions énormes. C'était comme si la peau se tendait jusqu'à l'éclatement. Sa radio, posée devant l'étalage du marchand où elle s'était arrêtée et qui avait crié au voleur, était en marche. Dans un pays non loin d'ici, le peuple a organisé des marches dans toutes les rues de toutes les villes pour demander le départ de leur timonier. Il ne veut plus de lui, mais ce timonier n'écoute pas le peuple et continue à vociférer à la radio et à la télévision qu'il est le seul qui peut défendre son peuple contre l'impérialisme et le terrorisme. Dans un autre pays du continent, les gens du Nord commencent à se battre contre les gens du Sud. Cela va durer longtemps, comme cela se passe
non loin de là. Toutes ces informations seront développées plus tard. À tout à l'heure. N'oubliez pas le décret. Longue vie à notre timonier. Fatou Ngouye brûlait comme si elle était du bois sec. Les gens avaient reculé. Certains étaient saisis de frayeur. D'autres continuaient à crier « Voleuse, voleuse, voleuse !» D'autres riaient. Une odeur de brûlé envahit l'air et certaines personnes se bouchaient les narines. Les habits de Fatou Ngouye étaient collés à sa peau et à son ventre qui se dilatait de plus en plus. Tout d'un coup, la foule se tut. Fatou Ngouye n'avait pas bougé et pourtant elle brûlait comme de la paille. Pas un son n'était sorti de sa bouche. Rien. Son corps était devenu comme une statue. Pour certains qui commençaient à avoir peur, cela rappela les Écritures saintes. Quand la femme de Lot, à qui celui-ci avait demandé de marcher droit devant elle, désobéit et se retourna quand Dieu consuma Sodome et Gomorrhe. Le corps de Fatou Ngouye ressemblait à une statue au milieu de ce marché. Personne n'osa s'approcher de cette statue au ventre dilaté, si dilaté qu'on avait l'impression que quelque chose de terrible allait en sortir. Il n'y avait plus de traits sur son visage, c'était une statue sans visage. Fatou Ngouye finit ainsi sa vie à la grande ville. Elle qui était venue chercher Moum Dioum dans cette ville, elle faisait désormais partie de cette ville, pour toujours, fixée dans la ville. Qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle, alors en dehors de donner tort à Aboubacar Boris Diop, pour l'écrire ce livre justement. Oui, bon, c'est que aussi j'avais vécu dans beaucoup de pays d'Afrique. Bon, d'abord j'étais au Kenya où du temps arabement et aussi j'avais vécu dans des pays de dictature un peu d'absurde. C'était tellement absurde que ça en était même à la limite onirique, quoi. Et aussitôt, parce que quand je commence à écrire quelque chose, bon, je réfléchis, je fais un peu de la récupération, je récupère des matériaux partout. Donc tous les matériaux des pays comme le Kenya où j'avais vécu un peu 6 mois, pas beaucoup, au Zimbabwe, j'avais vécu dans les Congos du temps de Mobutu et du PCT de Sassou Nguesso, j'ai vécu avec mon ami le grand dictateur, le timonier Eyadema. J'ai habité au Togo du temps de Eyadema, pur et dur, quoi. Tellement dur que, oh là là, faut même pas, il fallait avoir sa photo dans les chiottes, quoi. C'est tellement, même s'il ne vient pas chez vous, mais il faut avoir sa photo dans les toilettes. Donc on se met dans les toilettes, il est en face, dans les véhicules, dans la chambre, partout. Et on ne parle pas de lui. C'était, et cette absurdité qui est tragique, mais en même temps, je récupère ça pour en faire quelque chose comme une allégorie comme ça. Maintenant, le matériau de cette jeune fille que j'ai utilisé, Mom, Mom, en Wolof, ça signifie il ou elle. Alors que le garçon qui est fou et qui s'appelle Yao, Yao c'est toi. Yao c'est toi. Yao Kaifi, Yao c'est toi. Donc j'ai utilisé aussi, parce que quand j'écris, vraiment je monte mon scénario de personnages et des choses comme ça. Et elle qui voulait faire ce tatouage, qui disait je vais mourir pour renaître, parce que c'est le problème des jeunes en Afrique, ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas de boulot, c'est dur, c'est très très dur. Et elle a tout fait, et comme fille, elle a été retrouvée pour trouver même un poste d'hôtesse pour accueil, pour quelque chose, il faut coucher avec tel et tout, avec sa maîtrise en sciences économiques et tout. Et elle a dit, je vais mourir pour renaître
autrement. Et puis, une amie sociologue qui était une visiteuse d'un hôpital psychiatrique à Dakar, l'hôpital de Fann, m'avait raconté un jour une histoire incroyable sur un cas de folie. On se disait, est-ce que c'est une folie? Est-ce que c'est des névroses et tout? Est-ce que la personne était folle ou pas folle? Donc j'ai récupéré ça et j'ai emmené ça dans cette région. Je dis Bassari, mais en fait c'est le pays Bassari, comme c'est loin. Et j'ai imaginé cette mascarade, mais de ces gens qui disent nous sommes, etc. Bon, comme on a dit, il ne faut pas les ancêtres, alors que c'est faux. C'est des gens qui portent des masques et puis disent nous sommes les ancêtres, on dit le culte des ancêtres, c'est des gens comme vous et moi là. Et lui, il les avait surpris là où il se cachait pour porter les costumes, faire les répétitions. Et le jour de la cérémonie où toute la population disait ah, les ancêtres morts depuis longtemps sont revenus, et lui tout d'un coup il se dit non, c'est faux, c'est pas vrai, il n'a qu'à enlever son masque, vous allez voir que c'est elle et tout. On a dit il faut le tuer et tout. Et j'ai trouvé c'est la mascarade, mais c'est dans ça que nous vivons en Afrique. Donc en même temps je traite de problèmes politiques, mais je fais passer ça dans des allégories, comme dans des contes, créer des trucs un peu... Mais en fait, c'est pour traiter de problèmes très très sérieux, de toute cette mascarade. Mais bon, maintenant ce n'est plus l'apanage des pays d'Afrique, parce qu'on voit ce qui se passe en France et ailleurs, etc. Qu'en fait, ces gens-là, ils manipulent les gens, ils nous trompent, ils nous mentent, etc. Donc je voulais traiter du problème de la jeunesse et du problème de la mascarade politico, etc. Mais en même temps, toujours garder en tête que ça, c'est des prétextes d'écriture. Parce qu'en fait, moi, les thèmes qui m'interpellent, je m'en sers seulement comme prétexte d'écriture. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. C'est le rythme de l'écriture. C'est sentir que le livre vit, qu'il y a des volumes, la longueur des phrases. Parfois, je fais un mot. Parfois, je fais un tout petit mot. Et je reprends, je mets encore un autre petit mot. Un petit mot. Alors, on se dit, mais il n'y a pas de texture et tout. Et tout d'un coup, je pars dans une autre envolée. Mais c'est parce qu'il y avait un rythme que j'avais maintenu en l'écrivant. Et ce rythme doit soutenir le livre jusqu'à la fin. Et je fais beaucoup de récupération de matériaux à gauche, à droite, etc. pour maintenant donner une densité, une intensité que je dois ressentir en écrivant. Donc moi, c'est l'acte d'écrire qui me plaît plus que traiter d'un sujet. Le sujet devient prétexte d'écriture. Il y a certains moments dans le livre, alors qu'on est en pleine parabole politique, on retrouve tout à coup, y compris par la fable, mais des accents ultra personnels, ultra intimes. Je pense au moment où Moum justement rencontre la créature fantastique. Celui-là, c'est un gros élément fantastique. Tout à coup, on s'en rend pas compte des circonstances dans lesquelles ça se produit. Mais là, on se trouve dans l'intime tout à coup, parce que c'est dans l'histoire personnelle, elle est plus politique cette histoire-là, au moment où ça se produit. Parce que oui. Et ben, je trouvais qu'il y avait ce contraste entre le fait que on pouvait croire que la parabole elle était réservée à la grande, justement à la grande histoire, à l'histoire politique. En fait, on la retrouve dans l'histoire intime de la personne, de l'héroïne. Oui, parce que ça, vous voulez vous couvrir, ça c'est de la laine. J'ai acheté ça même à Saint-Brieuc pour me rapprocher des Bretons, mais il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas de moi. J'ai acheté ça dans un magasin à Saint-Brieuc. Et parfois on me dit, oui, le magasin là existe à Paris, c'est un jour ailleurs, c'était en solde. Mais j'ai pas vu. J'ai dit, ah non, ça c'est un jour, un autre jour, je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est le magasin de la Bretagne, c'est pas pareil que le magasin de Paris. C'est-à-dire que traditionnellement, la transmission de la connaissance, de la sagesse, etc., c'était à travers les contes et des légendes qu'on raconte aux enfants le soir. Dans les familles, il y avait la grand-mère qui racontait, l'oncle peut raconter, ou bien des gens qui avaient des talents de conteur. Et ça, c'est un conte qu'on racontait de mon temps, parce que nos enfants, maintenant, malheureusement, c'est la télé, c'est les jeux, etc. Donc, et ce conte, dans ma récupération, j'ai même récupéré ce conte de ce personnage qui disait que
qui le jour était, était un être humain, mais qui était en même temps une créature qui allait dans la forêt jusqu'à ce qu'un esprit lui dise, tu sais, ton mari là, c'est pas un être humain, etc. Mais ça, c'est un conte sénégalais qu'on m'a déjà raconté et que j'ai récupéré quelque part dans le backup de la mémoire comme ça, que j'ai bien sûr retravaillé. Donc je l'ai utilisé pour pouvoir que ça donne aussi dans le livre qu'il y ait une cohérence. Mais tout d'un coup, là, je rentre dans le domaine d'une intimité, comme si je m'isolais de Yao et de Mom dans leur cheminement, parce qu'ils vont se retrouver à l'hôpital de Fann. Donc, c'est comme je ne fais pas de rupture, mais je m'implique. Maintenant, là, je m'implique dans le livre, mais en me servant de ce conte qui est un conte qu'on racontait. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, au Sénégal, qui ne connaissent même pas ces contes-là. Mais là, il y avait aussi de l'intime. Même si je fais de la fiction, il y a toujours des envolées intimes qui sont insérées comme ça dans le livre, parce que je suis tellement dedans aussi que j'ai utilisé cette histoire, par exemple, avec cette créature extraordinaire qui presque aussi est une histoire aussi personnelle. À ce moment de votre écriture, donc c'était le quatrième roman, il y a quand même un certain pessimisme qui se dégage. Oui, plus social que sur les rapports personnels, hein, mais oui, parce que d'abord il y a le problème de la jeunesse qui m'interpellait. Quand même les dictateurs, les pays de dictateurs aussi, vraiment, quand on voyait comment la situation était, parce que moi-même je vivais dans ces pays-là, donc on sentait qu'il y avait quand même une espèce de, bon, pas de dégradation sociale, mais si, je peux le dire, qui m'inquiétait et qui me préoccupait quand même. Donc il y avait aussi des préoccupations en tant qu'individu. Quand même, je me sentais un peu interpellée parce que et puis j'avais dans ces pays-là un statut un peu de privilégié parce que je travaillais dans un organisme international et tout, et que je voyais dans la communauté comment ça se passait, etc. Et même quand le Mom Dioum, avec ce tatouage, ce truc atroce de se tatouer les lèvres avec des bottes d'aiguilles ou d'épines, c'était une pratique qui se faisait jusqu'à il y a récemment. On n'en a pas beaucoup parlé, on parle plus d'excision que de parler de ce tatouage. Et il y a même un film dans les classiques du cinéma africain, un film de Ababakar Sambo Maharam qu'on trouve dans les cinémas d'art et d'essai parfois, on le projette, qui s'appelait Kodou. Et Kodou, c'était l'histoire d'une fille qui avait été faire le tatouage, mais qui n'a pas pu, comme Mom Dioum, attendre jusqu'à la fin et qui s'est enfuie. Et dans la communauté, dans la société, les rituels d'initiation comme ça, de bravoure, de courage, si on fait défection, on ne peut pas l'admettre, que c'est tellement douloureux, tout simplement, qu'on a dit qu'elle était folle. Et elle a vécu enchaînée dans un arbre, dans la cour de leur maison. Jusqu'à ce que aussi un autre être extraordinaire de l'autre côté de leur clôture, qui voyait cette jeune fille attachée, parce que c'était l'excuse que la famille pouvait utiliser pour dire, on dit mais pourquoi votre fille a fui? Parce que c'est le suicide, quand on fuit normalement c'est le puits. Et on dit non, elle est folle. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la folie aussi comme refuge pour Mom Dioum qui a fui aussi. Et il y a aussi, quand on avait décidé, quand il a dit que c'était de la mascarade et que ce prêtre qui était là, qui l'a sauvé, qui l'a amené à l'hôpital, lui-même il avait après un doute sur sa folie. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Il ne savait plus, tellement il se disait, si je suis fou, donc je suis fou. Mais si je ne suis pas fou, je ne peux plus vivre dans ma communauté. Je vais être rejeté par ma communauté parce qu'on ne doit pas dévoiler
des secrets comme ça qui soutiennent des communautés, des structures. Les gens fonctionnent sur cette mascarade. Ils s'y complaisent même à la limite et ça se passe comme ça depuis des siècles ou bien des dizaines et des dizaines d'années. Il dit là, j'apporte aussi une déstabilisation dans une structuration sociale qui s'y plaisait et tout d'un coup, donc il se disait je suis fou, je suis pas fou et en fait, il se réfugie aussi dans la folie comme Momdjoum parce qu'ils se sont retrouvés. C'est pour ça le passage qui est ici que je vois pas bien, où ils sont retrouvés dans la morgue de l'hôpital pour avoir un rapport sexuel et qu'il il a étouffé, il l'a tué, mais bon, même s'il l'a tué dans l'amour, hein, c'est pas, c'est une belle mort aussi. C'est une belle mort. Ah non, c'est un livre très complexe, très... Et maintenant, c'est très étudié dans les universités. Nam ursam bedet an yango mesetr al naselno. Fatoun Gouillet, qui avait suivi tout ce que ces jeunes locataires disaient, n'en revenait pas. Qui était ce jeune homme qui devait choisir et qui avait choisi? Ces jeunes gens qui habitaient dans cette maison travaillaient au port de la ville. Ils n'avaient pas une fonction spécifique. Comme tout le monde au port, ils y allaient tous les matins. Le port de la capitale, avec les années de crise, qui étaient installées pour des millénaires, à moins d'un miracle, ce qui étonnerait beaucoup, était devenu un centre important d'affaires de toutes sortes. Beaucoup de jeunes gens sans emploi, les diplômés des universités, les jeunes sans formation, les cartouchards, les jeunes gens qui avaient quitté la campagne, se rendaient tous les jours au port. Il y avait tous les métiers du monde au port. Aujourd'hui, tu étais transitaire, tu sortais des marchandises sans formation, sans carte professionnelle, il fallait de l'audace et quelques billets à glisser dans les poches des gens en uniforme et le tour était joué. Tu pouvais te faire un pactole important selon l'importance des marchandises sorties. Tel jour tu achetais des marchandises que tu revendais sur place, tout se passant dans l'enceinte du port, cela pouvait être des pièces détachées, un climatiseur, un réfrigérateur, tout ce qu'on pouvait imaginer. Un autre jour, c'était les véhicules, les venus de France, les au revoir France, comme on appelait les voitures d'occasion. Même si cela prenait d'ailleurs, tout était venu de France. Ces véhicules d'occasion dont nos pays regorgeaient et qui, avec l'essence frelatée, constituaient les plus grands pollueurs de nos atmosphères, à un tel point que quand la couche d'ozone allait se déchirer, ce sera chez nous, pas ailleurs. Les nationaux se débattaient avec les étrangers installés dans le pays, et qui maintenant étaient dans tous les secteurs de l'économie. Compte tenu de leurs moyens plus importants, ils corrompaient tous les gens en uniforme, et avec le blanchiment d'un certain argent, ils achetaient des véhicules d'occasion en grosse quantité et cassaient le marché. Car ce qui leur importait, c'était de récupérer un certain argent sale qui était devenu maintenant tout blanc comme la couleur de ce qui avait été vendu de l'autre côté des océans. Ils déclaraient de simples congélateurs, alors que c'étaient des congélateurs bourrés de magnétophones, de téléviseurs, de vidéos qu'ils pouvaient revendre toujours moins cher. Mais qui allait douter de leurs paroles, puisqu'on n'ouvrait pas ces congélateurs? Les poches étaient déjà pleines, si ce n'était les comptes en banque, et on se demandait avec quel salaire ces gens en uniforme construisaient des maisons aussi grandioses que celles du timonier qui les laissait faire. Et on se demandait pourquoi tout le monde voulait faire ce métier. Et quand tu étais dans ce corps de métier, il fallait encore acheter ton poste. Tu ne voulais pas être en uniforme pour rester dans un bureau avec des papiers. Tu achetais une affectation au port, à l'aéroport, sur les routes ou aux frontières intéressantes. En moins d'1 an, tu devenais riche comme Job. Mais n'oubliez pas ce qui était arrivé à Job. Et vous voulez qu'on rembourse la dette? Et vous voulez qu'on paye régulièrement les salariés, les retraités, les veuves et les orphelins? Et vous voulez qu'on augmente les salaires des travailleurs, surtout des enseignants? C'est quoi enseignants dans ce pays? Formateurs de chômeurs, de râleurs, d'opposants, de manifestants, disent-ils. Avec quels sous d'ailleurs? Avec les dents? Tout avait été détourné, vidé, dilapidé, ou caché loin dans les pays neutres, au-dessus de tout soupçon. Demandons aux fossoyeurs de nos pays de vomir tout ce qu'ils nous ont volé, et pour rien de spécial. Pour le prestige seulement. Belle maison, belle voiture, belle femme. Si au moins ce qui était volé, détourné avait servi à construire des habitations à loyer modéré, des petites industries qui donneraient du travail aux jeunes. Rien. Le prestige. Femme, liqueur, voiture. Et la photo du timonier? Pardon? Aussi. Nam ursam bedet an yango mesetr al naselno. Inam irisrab minin sande elde. Moi je trouve ça frappant parce que c'était bon, il y a 12 ans qu'il Oui, il est sorti en 2000. Et c'est quand même un moment, enfin 2000,
enfin, dans ces années-là, où on commence à avoir tout un discours, je dirais, d'économistes et de politiciens africains, qui commencent à dire, à faire passer assez fort, en Europe en tout cas, le message, non mais tout va mieux, vraiment l'Afrique ça va, enfin on est super dynamique, regardez l'économie marche très très bien. Et il y a un discours qui rentre peu à peu dans les médias, alors qui est bien parce qu'il y a cette volonté de combattre une espèce d'afro-pessimisme aussi, bien sûr. Bien sûr, et je trouvais flagrant qu'exactement dans la même période, alors des écrivains comme vous, comme Boubacar Boris Diop, comme Florent Kouaouzoti, eux, et là en tant qu'écrivains qui curieusement vivent quand même, en général de ce que j'ai pu voir, beaucoup plus près des gens que les économistes du ministère de l'économie à Cotonou, pareil pour prendre Cotonou, et bah que eux ils disent non attendez, dans la vraie vie c'est pas ça. C'est pas tout à fait comme ça en vrai. Quand on n'est pas sur notre travail, c'est pas la les choses ne se passent pas très bien. Oui, et ça, bon, parfois je le dis parce que même au niveau des auteurs, parce que les auteurs qui vivent en Afrique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont là, qui vivent là, et on vit avec les gens, quoi, parce que on n'a pas les moyens, on vit avec le peuple, quoi. Donc on se réveille avec le peuple, on va à la boutique acheter demi-pain, même parfois le café, on peut l'acheter au détail. On nous vend une petite cuillerée à café de café. Donc il y a un pot de café, on dit mon café, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on vit avec eux, donc on vit dans les réalités. Et je crois que c'est ça aussi qui nous rend comme ça un peu. Parce que par rapport à l'image que les gens ont, ou alors même des auteurs qui vivent ici, depuis tellement longtemps, 20 ans, 30 ans, qui sont arrivés ici quand ils sont enfants, mais qui sont des Africains, qui aiment l'Afrique, qui vont même en vacances. On n'a pas du tout la même perception des choses. Et ils peuvent traiter, ils savent que ça ne va pas bien. Mais que bon, alors que nous, on vit dedans, on est dedans, on est tellement concernés, on écrit nos papiers ou nos feuilles ou l'ordinateur, il y a un petit bol de riz à côté, c'est-à-dire, et puis il y a les gens qui viennent, les gens qui parlent, et comme disait William Sassine, un grand auteur qui est décédé, un auteur guinéen, un jour, un journaliste à Limoges l'interviewait. Alors William Sassine, d'où vient votre inspiration? Il dit quoi? Je comprends pas votre... Oui, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Bon, lui là, comme il était en Guinée, exilé, tabassé, il était en Mauritanie, il est parti à Alger, il est retourné en Mauritanie, il vivait dans les bars, dans la rue, William Sassine. Et il lui dit, mais j'ai pas besoin d'être inspiré. Il dit, mais comment vous écrivez? Mais le journaliste s'attendait à une grande interview avec le grand écrivain William Sassine. Il dit, ah, vous savez, en Afrique, on n'a pas besoin d'être inspiré. Tu ouvres ta fenêtre seulement, tu regardes la rue et tu écris. Et ça, j'ai trouvé ça... Mais le journaliste n'était pas content du tout parce qu'il s'attendait... Oui, vous savez, c'est-à-dire que quand j'étais en Bolivie, j'ai le truc comme ça, lui, il n'avait même pas de quoi acheter un bonbon pour ses enfants et tout ça, là, et on lui pose de l'inspiration. Je dis, quoi, inspiration? Il dit, en Afrique, on n'a pas besoin d'inspiration. Tu ouvres ta fenêtre, et tu regardes et tu écris. Tu entends, parce qu'il y a le bruit, il y a les gens, il y a les soucis, les gens s'interpellent, les gens crient, etc. Et ça ne va pas aussi bien que ces gens qui sont dans des bureaux climatisés et qui veulent donner aussi une image au monde quand ils se rencontrent que non, nous faisons des progrès, etc. Et donnent des chiffres complètement... quand j'habitais à Brazzaville, par exemple, les centres de santé, parce que je travaillais dans un organisme qui s'occupait de problèmes de santé et je traduisais beaucoup de documents et tout ça. Et le ministère produisait que des faux documents, mais pour recevoir de l'argent, pour montrer qu'il fait des efforts. Et avec ça, on envoyait de l'argent encore. Ah oui, et on le félicite, alors que tout était faux. C'est-à-dire que il déclarait que non, il y avait tant de morts comme ça, on a amélioré comme ça, etc. Mais le sida, par contre, constitue une menace. On a fait des dépistages sur 1000 dépistages, les 940 sont séropositifs, alors qu'ils n'ont même pas dépisté 100 personnes. C'est faux.
Parce que moi, je connaissais tous les documents des ministères, je traduisais, je travaillais dans cet organisme, des trucs comme ça. Donc, mais comme ils sont en costume cravaté, ils habitent à Paris dans les grands hôtels, ils sont reçus dans les grands ministères, etc. Les gens d'Europe aussi ou d'Amérique, quand ils viennent en Afrique, c'est pas le peuple qui les reçoit. Ils sont reçus entre eux dans des grands hôtels, des grandes réceptions, ils se voient costume, cravate, climatisé, et ils ne croient qu'en ce qu'on leur dit.